Salut! Daniel Alcette aimait beaucoup ses enfants. Il essayait d'être le meilleur père possible pour eux, mais malheureusement l'une de ses filles va lui rendre de la pire des manières. Sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Daniel Alcette commence maintenant. Daniel Alcette est né le 28 janvier 1976. Il grandit heureux dans une grande famille. Ses parents, Christine et Wendell, ont 5 enfants. Il a 3 frères et une sœur. Daniel a toujours eu une âme d'artiste. Très créatif, il a un véritable talent pour la musique. Il joue de la batterie et du piano. Après avoir obtenu son bac avec la spécialité en musique, il s'inscrit à l'université où il décroche une maîtrise en commerce. C'est là qu'il rencontre Elisabeth. C'est le coup de foudre, les deux jeunes gens se trouvent de nombreux points communs. Comme lui, Elisabeth est originaire de l'Oregon et a grandi dans une belle famille de 5 enfants. Après un début d'histoire passionnée, le couple se marie le 16 mars 2001. Ensemble, très rapidement, ils auront 3 enfants en 4 ans. D'abord, une petite fille, Anna, puis un petit garçon, Jordan, et enfin, c'est la petite Sierra qui vient rejoindre la famille en décembre 2005. Un an plus tard, Daniel obtient une proposition professionnelle, mais pour cela, la famille doit déménager dans le Nevada. Ils partent donc tous les 5 s'installer dans la ville de Las Vegas, où Daniel travaille en tant que consultant informatique. Elisabeth est une jeune femme ambitieuse. Après son arrivée à Las Vegas, elle se lance en politique, engagée chez les Républicains. Elle se présente aux élections pour devenir sénatrice de l'État. La jeune mère de famille mène une campagne fondée sur des valeurs telles que la famille, la moralité, la santé, et en 2010, à l'âge de 27 ans, elle devient la plus jeune femme élue au Sénat. Son engagement politique n'est pas sans conséquences sur sa famille. Cela lui demande beaucoup de temps et d'investissement, mais elle peut compter sur son mari, Daniel, qui prend le relais avec les enfants pendant ce temps-là. Il soutient sa femme et est très fier de sa réussite politique. Malheureusement, plus le temps passe, le couple s'éloigne l'un de l'autre. Après 10 ans de vie commune, les choses ne vont pas très bien entre Daniel et sa femme. Il commence à trouver qu'elle passe beaucoup de temps avec l'un de ses collaborateurs. Ils s'envoient de nombreux messages, s'appellent souvent, très souvent et trop souvent. Daniel soupçonne sa femme de le tromper. Un jour, il prend l'initiative de contacter ce collaborateur à qui il demande de garder ses distances avec son épouse, mais peine perdue. Quelques semaines plus tard, alors qu'Elisabeth est en déplacement professionnel, Daniel va se rendre compte que ce collaborateur qui s'appelle Tiger est aussi du voyage. Fou de rage, il est sûr qu'elle le trompe et décide de la confronter à son retour. Il l'accuse d'être infidèle, lui demande des explications et assez rapidement, le temps monte dans le couple. Après la dispute, Daniel est fou de rage, il quitte en furie la maison en enfermant Elisabeth qui n'a pas les clés à l'intérieur. Elle contacte aussitôt la police et accuse Daniel de l'avoir touché de façon inappropriée lors de la dispute et de l'avoir piégé dans la maison. Dans la foulée, Daniel est arrêté et accusé d'obscénité. Pour lui, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le lendemain de la mise en accusation, il demanda le divorce. Il sera coupable des chefs d'accusation retenus contre lui et sera condamné à 6 mois de probation et d'obligation de suivre des cours de gestion de colère. Mais les choses ne sont pas réglées. Le couple se livre désormais à une terrible bataille lors du divorce. Chacun voulant la garde des enfants, le paiement de la pension alimentaire est également au cœur des négociations. Elisabeth est une personnalité politique et son divorce ne passera pas inaperçu. Durant ces périodes, certains de ses détracteurs l'accusent de ne pas réussir à concilier sa vie de sénatrice et sa vie de mère de famille. Elle est accusée de rater de nombreuses réunions, de ne pas répondre au téléphone.
En février 2012, elle démissionna de son poste de sénatrice peu de temps après le divorce est enfin prononcé. Et c'est elle qui obtient la garde des 3 enfants. Daniel est ravagé après s'être occupé d'eux durant ces dernières années et n'arrive pas à obtenir leur garde. C'est une période extrêmement difficile pour lui, d'autant plus qu'il avait vu juste. Après son divorce, Elizabeth n'hésite plus à afficher son idylle avec Tiger. Pire encore, le couple vit désormais ensemble et peu de temps plus tard, elle lui annonce qu'elle part vivre avec lui et les enfants en Alaska. Après l'épisode du divorce, la démission de son poste de sénatrice et les attaques de ses distracteurs, elle pense qu'il est alors préférable de se reconstruire loin de tout cela. Pour Daniel, c'est le choc. L'Alaska se trouve à 5000 km de Las Vegas. Il sait qu'il ne pourra plus voir ses enfants aussi souvent. Peu de temps après son installation en Alaska, Elizabeth épousa Tiger. Daniel a le cœur brisé. Ses enfants lui manquent énormément et il essaie de les voir malgré la distance le plus souvent possible. En attendant, il décide de se concentrer sur son travail et en 2012, il rencontra une nouvelle femme nommée Bogdana. Cette relation fait beaucoup de bien à Daniel. Le couple décide de se marier, mais malheureusement, 7 ans plus tard, en 2019, ils vont divorcer. Cette fois-ci, le divorce se passa bien entre Daniel et Bogdana. Ils gardent de bons rapports. Ils gardent d'ailleurs un compte en commun sur lequel se trouve un peu d'argent et certainement pour couvrir des frais en commun. Vous verrez que ce détail aura son importance plus tard. Durant ce temps, les enfants de Daniel grandissent en Alaska. Elizabeth, qui durant cette période-là travaillait en tant qu'agent immobilier avec son nouveau chéri, décide de revenir s'installer dans le Nevada. Cette nouvelle est un véritable bonheur pour Daniel. Il est aux anges. Il va enfin pouvoir passer plus de temps avec ses enfants qui sont à présent tous les 3 adolescents. En 2018, Elizabeth se présente une nouvelle fois aux élections pour devenir sénatrice, mais malheureusement pour elle, elle n'est pas élue. En juin 2020, sa plus jeune fille a 15 ans. Elle rencontre un jeune homme plus âgé qu'elle, un certain Aaron Guerrero, qui lui a 18 ans. C'est un véritable coup de foudre, c'est son premier petit ami et l'adolescente tombe follement amoureuse d'Aaron. Et c'est un amour réciproque. C'est une belle histoire passionnée que vit la jeune fille. Elle ne voit plus que lui. Il n'y a plus rien d'autre qui compte pour elle. La seule chose qu'elle veut, c'est passer plus de temps possible avec son amoureux. Parallèlement, les relations avec ses parents se tendent. En pleine crise d'adolescence et folle amoureuse, Sierra devient très distante avec son père qui s'inquiète de la situation. Il avait toujours été proche de sa fille et maintenant qu'elle vit de nouveau près de lui, il est déçu par la distance que met Sierra entre eux. Elle, qui était une petite fille joyeuse, est désormais toujours de mauvaise humeur. En famille, elle se renferme sur elle-même et refuse de faire quelconque activité avec son père. La seule chose qui semble l'intéresser, c'est sa relation avec son petit ami. Daniel tente bien que de mal de garder le lien avec sa fille. Il pose de nombreux messages sur les réseaux sociaux dans lesquels il dit qu'il aime sa fille, combien il est fier d'elle, de la jeune fille qu'elle est devenue. Cependant, les tensions avec Daniel ne sont pas les seules. Sierra est aussi en conflit avec sa mère à tel point qu'elle annonce à Daniel vouloir dorénavant vivre avec lui. Alors que son papa devait de plus cool, notamment sur les sorties, j'imagine que chez lui c'était plus facile pour elle de voir son petit ami. Le problème, c'est que sa mère, qui a la garde, n'est pas d'accord avec le fait de laisser partir Sierra vivre chez son père. C'est ainsi que Daniel engage alors une nouvelle bataille judiciaire afin d'obtenir la garde de sa petite dernière. Seulement, étant donné que Sierra est chez lui illégalement, la juge qui ordonne de la remettre à sa mère, elle doit retourner vivre avec elle. Et la jeune fille n'est pas d'accord. Sitôt de retour chez sa mère, elle fugue pour retourner vivre chez son père. C'est une situation délicate pour Daniel qui accepte de garder sa fille chez lui contre l'avis du juge. En décembre 2020, Daniel apprend par hasard que sa fille et Aaron
planifient de voler leurs parents pour ensuite s'enfuir tous les deux en direction de Los Angeles. Sous le choc, Daniel n'hésite pas un seul instant, même s'ils sont en mauvais termes, il contacte Elizabeth pour l'informer ce qu'il vient de découvrir. Tous les deux se rendent donc chez les parents d'Aaron pour les mettre au courant des plans du couple. Sarah ne voit pas du tout d'un bon œil cette relation qui semble très intense. Sarah ayant comme mineure, elle n'a que 15 ans, ils se mettent d'accord pour imposer à leur enfant de prendre distance. Alors vous imaginez bien que lorsqu'ils annoncent au couple qu'ils ne veulent plus qu'ils se voient et qu'ils veulent qu'ils passent plus de temps chacun de leur côté, ils ne vont pas du tout bien prendre la nouvelle. Pour Sarah, c'est une trahison que vient de lui faire son père. Concernant sa mère, elle connaissait déjà son point de vue, mais elle ne s'attendait pas que son père également s'oppose à leur relation. Aaron, de son côté, est également très en colère contre ses parents et ceux de sa petite amie. Tous les deux ont beaucoup de rancœur envers ceux qui les empêchent de vivre leur histoire d'amour. Les semaines suivantes, les relations vont très être tendues. Aaron se dispute quotidiennement avec ses parents. Il a littéralement de la haine contre eux et contre ceux de Sarah. La jeune fille, elle aussi, est révoltée contre la décision de ses parents, mais les deux jeunes gens n'ont pas du tout l'intention de suivre leurs consignes. Ils continuent à se retrouver dès qu'ils le peuvent dans le dos de leurs parents. Pour ses 16 ans, Sarah est triste. Aaron lui fait une belle déclaration sur les réseaux sociaux, mais il n'est pas le seul. Son père fait de même. Il pense que sa fille ne voit plus Aaron et il est très touché de la distance qui ne cesse de s'installer entre eux. Il essaie de lui montrer à quel point il l'aime, à quel point elle compte pour lui, combien il est fier d'elle à travers ses posts sur les réseaux. Quelques mois plus tard, le 8 avril 2021, Bogdana, l'ex-deuxième femme de Daniel, reçoit une alerte de sa banque. D'importants retraits de paiement ont été effectués sur le compte en commun qu'elle partage encore avec son ex-mari. Alors, elle trouve cela immédiatement suspect car Daniel ne touche jamais à ce compte sans l'informer au préalable. De plus, la somme est tout de même assez importante, 1 300 $. Elle décide donc d'envoyer un message à son ex-mari pour savoir ce qui se passe. Peut-être que leur compte a été piraté, mais Daniel ne répond pas après plusieurs messages. Bogdana décide de contacter Christine, la mère de Daniel. Elle sait que tous les deux sont très proches et ils s'appellent quotidiennement. Après cet appel, Christine tente de joindre son fils, mais il ne répond toujours pas. Elle lui envoie plusieurs messages, mais rien. Elle commence à s'inquiéter et tente d'appeler Sarah, qui ne décrocha pas non plus. Elle lui envoie un message en lui disant qu'elle cherche à joindre son père. Et par la suite, sa petite fille, Sarah, va l'informer par message que le téléphone portable de son père est cassé et qu'il va l'amener réparer. En attendant, elle dit à sa grand-mère qu'elle passera le message à son père qui la recontacte. Christine est alors rassurée de savoir que son fils et sa petite fille se portent bien. La nuit passe et le lendemain matin, Christine n'a toujours aucune nouvelle de son fils. Elle trouve cela plutôt curieux car il est rare que Daniel ne soit pas joignable. Peut-être que Sarah a oublié de lui passer le message. Elle décide donc, sachant que son téléphone est cassé, de rappeler Sarah pour enfin avoir son fils. Et lorsque l'adolescente répond, elle lui dira que Daniel est sous la douche et qu'elle lui rappellera plus tard. Christine sent alors qu'il se passe quelque chose de grave. Les minutes s'écoulent et son fils ne la rappelle toujours pas. Au bout d'un moment, elle contacte sa petite fille de nouveau sur son téléphone, mais cette fois-ci, elle ne répond pas. Christine, très inquiète, alors va contacter la propriétaire de Daniel, qui est une amie à lui et qu'elle connaît aussi très bien. Elle lui dira que depuis 2 jours, elle essaie de joindre Daniel, mais il ne répond pas. De plus, Sarah a une attitude bizarre. Elle lui demande de passer à la maison pour voir ce qui se passe. Elle a un mauvais pressentiment. La propriétaire, comprenant l'inquiétude de Christine, lui promet de passer voir ce qui se passe. Elle n'est pas à côté et elle ne pourra y aller que plus tard. Christine la remercie, mais plus le temps passe, elle panique
Et si il était arrivé quelque chose de grave et s'il avait besoin d'assistance, était-il vraiment prudent d'attendre jusqu'au soir le passage de la propriétaire? Elle va alors décider de contacter le 911 pour leur demander d'aller faire un tour au domicile de son fils. La propriétaire, alors, plus tard dans la soirée, va décider d'aller chez lui accompagnée d'un ami et une fois chez lui, ils vont constater tout de suite que sa voiture n'est pas garée devant la maison. Il frappe à la porte d'entrée mais personne ne répond. Constatant surpris que la porte n'est pas verrouillée, il décide d'entrer mais il n'était pas préparé à ce qu'il allait découvrir. Dès qu'il franchit la porte d'entrée, ils vont tout de suite être frappés par une odeur de brûlé comme s'il y avait eu un incendie récemment. En entrant dans le salon, ils vont remarquer une grosse tache noire de brûlé sur le sol. Inquiets, ils se dirigent ensuite dans le garage où ils perçoivent une forte odeur d'essence. En balayant la pièce du regard, ils constatent qu'un sac de couchage se trouve sur le sol. Ils regardent un peu plus près et c'est avec effroi qu'ils se rendent compte que c'est le corps de Daniel qui se trouve à l'intérieur. Totalement paniqués, les deux amis se mettent à courir hors de la maison. Ils contactent alors le 911, encore sous le choc lorsque la police arriva. Ils constatent effectivement que le corps brûlé était celui de Daniel. Et en fouillant la maison, ils vont trouver une tronçonneuse sur le sol du salon, une scie manuelle dans la cuisine. Cette dernière est couverte de sang et de tissus humains. 2 couteaux sont également retrouvés dans le l'évier. Une bouteille de liquide inflammable et un briquet sont également découverts. L'autopsie va révéler que Daniel a été poignardé 70 fois, dont 42 fois dans le dos. L'un des coups a sectionné sa carotide, ce qui lui a été fatal. Ses poumons ont également été perforés et de nombreuses mutilations dues à la scie sont présentes sur son corps. Enfin, le corps du pauvre Daniel a été arrosé d'essence et incendié. 40% de son corps a été brûlé. Après cette terrible découverte, la première question que se posent les enquêteurs est où est Sierra? La jeune fille était joignable et décide donc de contacter les parents d'Aaron pour en savoir plus. Ces derniers les apprennent que depuis 2 jours, Aaron s'est enfui de chez eux. Ils n'ont aucune nouvelle et ils vont regarder les caméras de vidéo de surveillance se trouvant aux alentours. Sierra et Aaron ont été filmés retirant de l'argent dans plusieurs distributeurs de Las Vegas avec la carte du compte en commun que Daniel avait gardé avec Bogdana. Après cela, ils sont aperçus dans un supermarché achetant différents articles tels qu'une bouteille de javel et des gants jetables. Pour finir, ils se rendent dans un magasin de bricolage pour y acheter une tronçonneuse, une scie et du liquide inflammable, toujours avec la carte de Daniel. Les policiers constatent ensuite que quelques heures avant la découverte du corps de Daniel, la voiture de celui-ci fut filmée quittant le quartier. Ils ont alors la conviction que le couple n'est pas étranger au meurtre du pauvre père de famille et les autorités émettent un mandat d'arrêt à leur encontre. 5 jours après cette terrible découverte, Sierra et Aaron sont repérés par les caméras de vidéo de surveillance à 4000 km dans la ville de Salt City. Quelques heures plus tard, alors qu'ils sont tranquillement dans un train s'embrassant et se câlinant, les contrôleurs montrent pour vérifier leur titre de transport. Malheureusement pour eux, Aaron et Sierra n'ont pas de billets. Les contrôleurs prennent alors leur identité et lorsqu'ils rentrent leur nom dans le logiciel, ils vont se rendre compte qu'ils sont recherchés au Nevada pour meurtre. C'est ainsi que tous les deux sont arrêtés quelques jours après leurs arrestations. La voiture de Daniel est finalement retrouvée dans le coffre, se trouvant une couverture ensanglantée. Mais la découverte la plus choquante est une vidéo se trouvant dans le téléphone de Sierra. On y voit les deux amoureux allongés et avouer avoir tué quelqu'un. Sous le choc, la famille de Daniel, les frères et les sœurs ont déclaré publiquement qu'ils espéraient que tous les deux reçoivent la peine la plus sévère possible. Tous les deux ont été accusés de meurtre, de complot, de vol,
d'incendie criminel et d'utilisation frauduleuse de cartes. Dans toute attente, lors de la mise en accusation le 25 juin 2021, alors que toutes les preuves les désignaient, la vidéo, les achats, Sierra et Aaron ont plaidé non coupables. Aaron encourait la peine de mort et Sierra, bien qu'elle soit mineure, était accusée en tant qu'adulte, évitant la peine de mort et risquant la perpétuité. En mai 2022, tous les deux décident alors finalement de plaider coupables. Le 20 octobre 2022, Sierra et Aaron ont tous les deux été condamnés à la prison à perpétuité avec une sûreté de 22 ans. Lors de l'audience, le juge leur a laissé la possibilité de faire une dernière déclaration. Sierra a alors lu une lettre dans laquelle elle a accusé son père d'abus sexuels, d'harcèlement. Selon elle, il aurait poussé à boire de l'alcool. Elle a déclaré être traumatisée. Un traumatisme que je dois encore traverser tous les jours. Aaron, de son côté, a exprimé des remords et s'est excusé auprès de la famille du pauvre Daniel, déclarant qu'il ne méritait pas de mourir ainsi. Suite aux déclarations de sa petite fille, Christine se fit outrer. Selon elle, tout ceci n'est encore une fois que des mensonges. Daniel était un bon père, un père aimant qui ne souhaitait que le bonheur de ses enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car la triste histoire de Ellie Good commence maintenant. Ellie Good est née le 6 février 2002 à Calne, une jolie paisible petite ville anglaise. Elle s'appelait en réalité Eleanor, mais tout le monde, sa famille, ses amis, ses proches l'appelaient Ellie. C'était une adorable petite fille qui grandit entourée de son grand frère Ben, de ses parents Matthew et Carol. La famille Good vivait heureux à Calne, une agréable petite ville de 18 000 habitants dans laquelle il fait bon vivre, où tout le monde se connaît. Calne se situe dans l'un des comtés les plus sûrs du royaume avec un taux de délinquance extrêmement faible. Calne est également réputé pour sa qualité de vie et ses nombreux espaces verts. Depuis toute petite, Ellie nourrissait une véritable passion pour les chevaux. Elle partageait d'ailleurs cette passion avec sa maman avec qui elle était très proche. Elle prenait les cours d'équitation depuis sa plus tendre enfance et au fil des années, elle était devenue une cavalière confirmée. Elle participait à de nombreux concours d'équestre et avait remporté de nombreux trophées. Aussi, elle rêvait d'associer sa passion à son futur travail et Ellie voulait faire partie de la police nationale. Elle était encore au lycée en dernière année et souhaitait ensuite poursuivre des études en psychologie à l'université. Ses amis la décrivent comme une jeune fille souriante, joyeuse et spontanée. Elle était très appréciée car elle était drôle et pétillante. Elle y travaillait dur au lycée afin d'obtenir son diplôme, l'équivalent du baccalauréat. En parallèle de ses études, elle venait de trouver un petit emploi comme serveuse. Ellie apprenait également à conduire et commençait à regarder les universités pour l'année suivante. En janvier 2019, un mois avant son 17e anniversaire, elle commença à sortir avec un certain Thomas. Ils fréquentaient tous les deux le même lycée et comme Ellie, Thomas avait 17 ans. C'était son premier petit ami sérieux. Ils se connaissaient depuis des années et elle avait toujours eu un petit faible pour lui. Ils fréquentaient le même groupe d'amis et partageaient tous les deux la même passion, l'équitation. Aussi, lorsqu'il l'invitait à sortir, elle était très ravie et très excitée. Elle en parla d'ailleurs à sa maman qui était sa plus grande confidente. Mais l'histoire d'amour ne durera que quelques mois puisqu'en mai 2019, Ellie décidera de mettre fin à cette relation.
Les examens de fin d'année approchaient et elle avait de plus en plus de pression. Elle était très studieuse et préférait se concentrer dans l'immédiat sur ses études. Enfin, c'est ce qu'elle dira, mais ce n'était qu'une excuse. En effet, Ellie commença à se poser des questions sur son histoire d'amour. Elle en avait marre d'être obligée de voir Thomas tous les soirs. Si elle ne le faisait pas, il le prenait mal et lui faisait des reproches car Thomas était assez étouffant, très possessif. Il exigeait qu'ils se voient seuls sans leur ami. Ellie, de son côté, avait un bon groupe d'amis, bon groupe de copines. Elle ne voulait pas s'isoler. Et lui, Thomas, quant à lui, dès les premiers mois de la relation, il commença à parler de mariage d'enfants. Ellie n'était absolument pas à ce stade-là. Elle voulait profiter de son adolescence, de ses amis, de ses sorties. Elle voulait prendre le temps de vivre son histoire d'amour. Ellie désirait plus de légèreté dans leur relation. Elle ne souhaitait pas être prisonnière de Thomas. L'idée du mariage la faisait peur et elle en parla d'ailleurs à l'une de ses meilleures amies. Elle lui raconta qu'elle ne voulait plus être avec lui car il devient de plus en plus oppressant. Ce n'était pas ce qu'elle souhaitait. Mais malheureusement, elle ne se doutait absolument pas que Thomas prendrait mal leur séparation. Ces derniers temps, avant que leurs histoires ne finissent, Thomas devenait de plus en plus possessif. Il voulait qu'elle soit toujours avec lui, notamment lors des pauses déjeuner. Il était plutôt introverti et ne voulait pas se mêler aux autres. Il avait besoin que d'elle. Cependant, Ellie, quant à elle, était très sociable. Elle avait des envies de rire, de s'amuser, d'aller sortir, manger avec ses amis et cela provoquait de plus en plus de disputes entre eux. C'est d'ailleurs suite à une énième dispute à ce propos qu'elle finit par se convaincre qu'il fallait mettre un terme à cette relation. Le soir même, le 2 mai 2019, elle se confia à sa mère sur sa situation, sur la possessivité extrême de Thomas. Et sa mère la conforta dans son choix et lui conseillera de le quitter. Elle lui dira en ce moment-là que si elle n'était pas heureuse, qu'elle se sentait prisonnière de cette histoire, la meilleure chose à faire était d'y mettre terme à cette relation. Sa mère la reconforta également en lui disant qu'elle était brillante, qu'elle n'aurait aucun mal à trouver quelqu'un d'autre qui lui correspondrait mieux plus tard. Son père, quant à lui, n'appréciait pas trop Thomas, il le trouvait bizarre. Il se méfiait de lui car il avait le regard un peu fuyant. Ses parents connaissaient bien Thomas car il l'avait invité à manger chez eux lors de son 17e anniversaire. Ils étaient alors ensemble depuis 1 mois et ce soir-là, au bout de 5 mois de relation, elle envoya un message à Thomas afin de rompre avec lui. Après avoir mis fin à cette histoire, elle fait un post sur Facebook dans lequel elle se disait soulagée de la décision qu'elle avait prise. Cependant, Thomas lui refusait la rupture et lui répondit « Nous ne pouvons pas nous séparer. Nous devons discuter et trouver une solution. » Il la supplia de revenir sur sa décision. Il lui disait qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, mais pour Ellie, c'était fini. Elle resta ferme sur sa décision. Le lendemain, le 3 mai 2019, la journée commença normalement pour la famille Gould. Ellie prit son petit déjeuner avec ses parents ce matin-là. Elle n'avait pas cours. Elle décida de rester à la maison pour réviser. Elle s'était mise d'accord avec l'une de ses amies pour qu'elle passe la récupérer après le déjeuner afin d'aller au lycée ensemble pour les cours de l'après-midi. Ses parents, quant à eux, sont partis au travail. Son frère Ben, lui, avait cours. Ellie se retrouva donc seule à la maison. Vers 15 heures, après son travail, son père rentra, il gara sa voiture, puis se rendit dans la cuisine. Il déposa son téléphone sur la table et du coin de l'œil, il aperçut quelque chose qui l'intrigue et le glaça en même temps. Il aperçut des jambes dépasser l'îlot central de la cuisine et il s'approcha. C'étaient les jambes de sa fille Ellie qui étaient allongées à plat ventre face contre le sol.
Cette vision le tétanisa. Quelques instants plus tard, il se précipita vers elle. Il pensa tout de suite qu'elle était tombée et dans sa chute s'était cogné la tête. Il se pencha un peu pour voir si elle allait bien et il va remarquer en la touchant qu'elle était froide. Mathieu était pétrifié, choqué dans l'incompréhension la plus totale et appela immédiatement les secours. Il l'appela, criait son nom, mais Élie ne se réveillait pas. Dans ce cas où il essaya de se raisonner pour comprendre ce qui s'était passé, peut-être Élie avait cherché en montant sur le plan de travail, attraper quelque chose et à ce moment-là, elle aurait pu glisser en se cognant la tête violemment contre le sol. Mathieu était abasourdi. Il cherchait à comprendre ce qui avait bien pu se passer. Quelques instants plus tard, en attendant les secours, il se rendit compte qu'à l'autre bout de la pièce, il y avait des éclaboussures de sang. Ces traces de sang étaient trop bien loin. Cela ne pouvait pas être le résultat d'une chute. L'attente des secours lui sembla une éternité. Mais au fond de lui, il savait qu'il était trop tard. Il savait que sa fille était morte. Il appela ensuite son épouse Carole en lui disant qu'Élie avait eu un accident, que les secours arrivaient et qu'il avait besoin d'aide. Carole, complètement affolée, partit tout de suite en direction de la maison. Lorsqu'elle arriva, elle a dû se garer un peu plus loin car le quartier était envahi de voitures de police et d'ambulances. Et c'est lorsqu'elle parvint à rentrer chez elle que son mari lui annonça la mort de leur fille, Élie. Carole était dévastée. Le secours arrivait sur les lieux et en quelques minutes, il retournait. Élie est dans sa main droite, le couteau encore planté dans son cou. Tout laissait supposer qu'elle s'était donné la mort avec celui-ci. Mais les policiers trouvaient que la position dans laquelle elle avait été retrouvée semblait suspecte. En effet, elle était allongée sur le ventre, elle avait dans sa main droite le couteau encore planté dans son cou. À vue d'œil, on ne pouvait pas déterminer le nombre de ses blessures. Mais ses parents rejetaient tout de suite la thèse de se donner la mort. Pour eux, ça ne pouvait être qu'un accident. Un malheureux accident. L'enquête de proximité commença rapidement. Certains voisins diront avoir entendu des bruits provenant de chez eux et certains avaient remarqué un adolescent portant une capuche dans les alentours. Et d'autres avaient repéré la présence d'une voiture étrangère au quartier. Une enquête fut ouverte pour assassinat, d'autant plus que les résultats de l'autopsie révèlent assez rapidement qu'elle avait reçu 13 coups de couteau. Il était donc impossible qu'elle se soit infligée elle-même. Elle avait aussi de nombreuses blessures défensives ainsi que des marques sur son cou qui montraient qu'elle avait été étranglée. Élie avait donc été assassinée. Son amie qui devait venir la récupérer fut interrogée. Elle raconta qu'Élie lui avait envoyé un message pour lui dire de ne pas venir la chercher. Elle lui avait envoyé plusieurs messages en retour, mais Élie n'avait pas répondu à aucun de ces messages. C'est en interrogeant les différentes copines que les enquêteurs vont découvrir une information assez importante. Ils découvrirent que Élie venait de quitter son petit ami la veille et Thomas, lui, depuis la rupture, avait envoyé de nombreux messages à ses amis en leur disant qu'il ne se sentait pas bien, qu'il n'avait pas bien dormi la nuit et qu'il cherchait à avoir Élie. En examinant le téléphone de la jeune fille, la police découvrit plusieurs messages et appels en absence de Thomas. Selon toute vraisemblance, qu'elle avait répondu à aucun message ni aucun appel de son petit copain. À 18 h ce jour-là, Thomas fut arrêté devant chez l'un de ses amis car il était soupçonné d'avoir tué Élie. Lors de son arrestation, les policiers vont immédiatement retrouver des traces sur son cou et son visage. Lorsqu'il fut arrêté, ses premiers mots furent « Est-ce que ma petite amie va bien ? Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. »
Les policiers n'avaient pas de preuves solides contre lui. Ils ne pourraient donc pas le retenir bien longtemps. Aussi, une course contre la montre s'engagea. Rapidement, ils vont découvrir que ce jour-là, Thomas ne s'était pas rendu au lycée. Ce matin-là, sa mère l'avait bien déposé devant l'établissement, mais il n'était pas présent en cours. Parallèlement, un voisin identifia Thomas comme étant le jeune homme à la capuche aperçu dans le quartier. Un autre voisin confirmera ensuite l'avoir vu en fin d'après-midi marcher sur le bord de la route. Il le déposera d'ailleurs devant son lycée. Cet après-midi-là, Thomas envoya plusieurs messages, dont des selfies assez inquiétants à ses amis. On pouvait y voir quelques blessures, des griffures sur son visage. Il disait « Je pense que tout le monde a remarqué que j'ai été mal ces derniers temps et je dois vous dire pourquoi. Moi et Ellie allons faire une pause et voir comment ça se passera après les examens. En plus de cela, mon père a un cancer et ma grand-mère a été hospitalisée pour des problèmes cardiaques. » Il ajoutera ensuite « J'ai été tellement stressé ces derniers temps que je ne sais pas comment y faire face. Je me suis gratté partout, autour de cou, et comme ce groupe en quelque sorte devenu comme mes meilleurs amis, je ne sais pas à qui d'autre en parler. » Interrogé par les policiers à ce propos, il racontera qu'il avait eu un accident, mais après avoir observé ses blessures de plus près, il conclut que ce sont des blessures défensives, sûrement causées par Ellie qui luttait sans doute pour sa vie. En examinant ses chaussures, il découvrit des traces de sang et l'analyse ADN confirmera plus tard qu'il s'agissait bien du sang d'Ellie. Ils avaient suffisamment à présent de preuves pour garder Thomas. Lui, de son côté, déclara qu'il n'avait rien à voir avec l'assassinat d'Ellie. Il admit qu'il avait mal pris la rupture, qu'il avait eu mal à dormir cette nuit-là, car il ne comprenait pas pourquoi elle avait quitté. Il racontera ensuite que ce jour-là, il avait effectivement séché les cours et qu'il avait passé toute la journée dans les bois, seul à réfléchir. C'était une chose qu'il avait l'habitude de faire. Cependant, les taches de sang retrouvées sur ses chaussures le désignaient comme impliqué dans le meurtre d'Ellie. Il fut donc accusé de meurtre et incarcéré en attendant son procès. Lors de l'audience préliminaire le 7 mai, en plus des taches de sang sur ses chaussures, l'accusation apportera de nouvelles preuves. Ils montreront les vidéos des caméras de surveillance d'un bus qui avait filmé durant le trajet la voiture de la mère de Thomas, à côté de chez Ellie. Or, Ellie et Thomas ne vivaient pas dans la même commune. Son smartphone avait un service de localisation activé. Selon les informations recueillies, il avait quitté son domicile entre 10h45 et 11h. Il était arrivé chez Ellie vers 11h. Il était resté jusqu'à 11h51. Ces nouvelles informations confirmèrent un peu plus le rôle de Thomas dans la mort de son ex-petite amie. Les funérailles d'Ellie eurent lieu le 29 mai 2019 à l'église Sainte-Marie de Calne. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient lui rendre un dernier hommage et apporter leur soutien à sa famille et à ses amis. Le 9 août 2019, son procès s'ouvrit. Devant de nombreuses preuves présentées par l'accusation lors de l'audience préliminaire, Thomas décida de plaider coupable. Il écrit une lettre lue par ses avocats dans laquelle il avoua son crime et s'excusa pour tout ce qu'il avait fait. « Je suis désolé. Je sais très bien que les excuses ne suffiront jamais, mais j'espère qu'avec le temps, je pourrai montrer à quel point je suis désolé. » Dans cette lettre, il déclara avoir des soucis de santé mentale. D'ailleurs, la défense tentera de le faire passer pour irresponsable au moment des faits, mais en vain. Le lundi 3 mai 2019, sa mère le déposera devant les portes de son lycée. N'acceptant pas que leur histoire se termine ainsi, il voulait une explication concernant leur rupture. Il envoya plusieurs messages à Ellie, mais elle, de son côté,
ne répondait à aucun message. Et ce matin-là, lorsqu'il arriva au lycée, il demanda aux autres élèves si quelqu'un n'avait pas vu Ellie. On lui répondit qu'elle ne serait présente que l'après-midi car le matin, elle n'avait pas cours. Sûrement, elle doit se trouver chez elle. Il sortit de l'établissement en envoyant un mail pour s'expliquer qu'il ne se sentait pas bien et qu'il serait absent ce jour-là. Il se rendit à la gare routière et prit un bus pour rentrer chez lui. Il fut filmé par les caméras de vidéosurveillance. On peut le voir seul, assis et plutôt calme. Une fois arrivé chez lui, il continua à envoyer des messages à Ellie et il portait un petit pull noir et des baskets blanches. Il se changea ensuite et mit un sweat à capuche noire ainsi que des baskets noires. Il faisait chaud ce jour-là et il n'y avait aucune raison de se changer pour mettre des vêtements plus chauds. C'est alors qu'il a aperçu sa mère arriver à l'improviste à la maison. Il ne voulait pas qu'elle le trouve et il court se cacher dans l'un des placards dans sa chambre en attendant qu'elle reparte. Une fois sa mère repartie, il prit sa voiture qu'elle avait laissée à la maison alors qu'il n'avait pas son permis. Il se rendit chez Ellie afin de lui demander des explications. Au départ, elle ne voulait pas lui parler, mais devant son insistance, elle se décida à lui ouvrir la porte et à le laisser entrer. Thomas voulait s'expliquer avec elle. Il espérait qu'après cela, ils se remettraient ensemble, mais Ellie lui répondit qu'elle ne voulait plus être avec lui. Elle voulait se concentrer sur ses études et ses amis. Elle ne voulait plus avoir de petits copains. Thomas ne supporta pas ce rejet d'Ellie. Il se met de plus en plus en colère et au fur et à mesure de la discussion, le ton monta. Et perdant son calme, il se met dans un excès de rage à l'étrangler. Ellie se débattait de le griffer, mais Thomas, qui était un sportif de haut niveau, était bien trop fort. Au bout de quelques instants, elle s'évanouit et tomba inconsciente sur le sol. Il prit alors un couteau dans la cuisine et lui infligea 13 coups au niveau de son cou. Lorsqu'il reprit ses esprits, dira-t-il, il se rendit compte qu'il y avait du sang partout. Il s'empressa de nettoyer la scène du crime avec ses vêtements et certains vêtements d'Ellie. Puis, il mit tout dans un sac poubelle. Il tenta également de nettoyer ses chaussures avec le tablier de cuisine de la mère d'Ellie. Il nettoya aussi le couteau en prenant bien soin d'effacer toutes ses empreintes. Une fois le couteau nettoyé, il le prit avec un torchon et il le plaça dans la main de la pauvre Ellie pour faire croire qu'elle s'était donné la mort. Il utilisa ensuite son doigt pour déverrouiller son téléphone et envoya un message à sa copine qui devait venir la récupérer pour lui dire que finalement, elle n'avait pas besoin qu'elle vienne. Elle n'irait pas à l'école. Ce jour-là, elle allait rester à la maison pour réviser. Enfin, il prit le tablier et le sac poubelle et rentrait chez lui avec la voiture de sa mère. Il gara la voiture au même endroit qu'il avait trouvé. Il retira ensuite ses vêtements, les mit dans la machine à laver et prit une douche. Après tout, il sort de chez lui, se dirigea avec le sac poubelle dans la forêt où il le jeta. Alors sachez que ce sac n'a jamais été retrouvé. Puis vers 15 h, il envoya un message sur le groupe d'amis pour dire qu'il se sentait mal depuis qu'Ellie et lui s'étaient séparés. Il n'était pas bien du tout et s'était auto-mutilé. C'était la raison pour laquelle il avait des égratignures sur le cou et le visage. Il voulait ainsi justifier les traces qu'Ellie lui avait laissées alors qu'elle se débattait férocement pour sa vie. Puis Thomas se mit à marcher le long de la route. C'est d'ailleurs là qu'il fut pris en voiture, pas loin des voisins qui le déposa devant son école. Souvenez-vous du témoignage. Il ne rentrera pas dans l'établissement, il attendit aux alentours que sa mère vienne le récupérer. Comme c'était prévu, elle le déposa ensuite chez l'un de ses amis et c'est là qu'il fut arrêté vers 18 h. Il a été jugé que le meurtre n'avait pas été prémédité car il n'avait pas emporté l'arme du crime avec lui.
Il fut néanmoins condamné à la prison à perpétuité, mais la défense fit appel en utilisant une loi anglaise qui stipule qu'aucun mineur ne pouvait être condamné à passer toute sa vie en prison. Cet appel fut pris en compte et Thomas fut de nouveau condamné à perpétuité, mais avec la possibilité de libération conditionnelle après 12 ans et demi. Cette peine fut un grand bruit et fut très controversée. Les parents d'Ellie, choqués et abattus, avaient l'impression que la justice leur a fait faux bond. Ils déclarèrent que le système ne soutenait pas les victimes, mais plutôt les meurtriers. En décembre 2019, le procureur et les avocats de la famille y voulaient une peine plus lourde, mais celui-ci fut rejeté. Ainsi, notre histoire se termine ici. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut! Si vous voulez découvrir ce qui a poussé ce jeune garçon de 15 ans à s'en prendre aussi brutalement à sa professeure d'espagnol, je vous invite donc à vous installer confortablement car l'histoire de William Cornick commence maintenant. Alma Gaillard était une enseignante d'espagnol qui enseignait dans un collège catholique à Leeds en Angleterre, nommé Corpus Christi. C'est un établissement qui a une bonne réputation. Anne était donc professeure d'espagnol dans ce collège. Cela faisait 40 ans qu'elle enseignait là et elle était un véritable pilier pour toute la communauté scolaire. Elle était gentille et bienveillante avec ses élèves et elle était très appréciée, que ce soit des élèves ou d'autres professeurs. Après une longue carrière, après ses 61 ans, Anne s'apprêtait donc à prendre sa retraite dans les mois à venir. Elle souhaitait profiter de son temps pour passer plus de temps avec sa famille. Anne vivait avec son mari Donald, un ancien professeur de mathématiques reconverti. Ensemble, ils auront 2 filles et ils ont aussi adopté 2 garçons de la sœur de Anne dans les années 80 lorsque celle-ci est décédée de façon prématurée. La plus jeune des filles du couple, Emma Magaillère, est une danseuse classique qui fait partie d'une célèbre compagnie de ballet qui a une renommée internationale, le Royal Ballet. En ce mois d'avril 2014, la fin d'année approchait et les étudiants se préparaient à passer un examen. C'est un examen obligatoire pour les étudiants anglais qui passent de la 3e à la 2e. C'est un peu comme si vous voulez l'équivalent du brevet. Ce certificat est pour les élèves anglais une étape obligatoire pour tous ceux qui veulent entreprendre dans le futur des études supérieures. Ce jour-là, elle supervisait donc des révisions et parmi ses élèves se trouvait un certain William Cornick. William Cornick est un élève brillant. Il était considéré par ses professeurs comme un jeune intelligent. L'année précédente, donc dans son livret d'évaluation, Alma Gaillard avait même noté d'ailleurs que c'était un élève consciencieux, brillant. William Cornick est né le 26 juin 1998. Selon ses parents, c'était un enfant adorable. Il avait un frère aîné et il avait aussi un demi-frère plus jeune que lui, avec lesquels il entretenait de très bonnes relations. Ses parents se séparèrent lorsqu'il avait 6 ans, mais il réussira à garder de bonnes relations pour les enfants. Et la séparation se passa plutôt bien. Son père, Yann, était un agent municipal qui vivait dans une petite commune voisine de Leeds. Depuis la séparation de ses parents, il vivait dans une petite maison mitoyenne située à environ 1 kilomètre du collège qu'il fréquentait avec sa mère et ses frères. Ensemble, ils adoraient jouer à des jeux vidéo. D'ailleurs, plus tard, ses parents diront qu'ils faisaient très bien la différence entre la réalité et la fiction.
William grandit donc dans une famille aimante et soudée, malgré la séparation des parents. En grandissant, il devient un ado timide, il était maladroit et certains le trouvaient plutôt bizarre, mais pas plus que beaucoup d'ados. William fréquentait cet établissement scolaire depuis sa 7e année. Le directeur dira que c'était un charmant jeune homme qui faisait de son mieux, il était agréable, poli et coopératif. Et surtout, il n'était jamais absent. Mais William détestait Madame Magueyard, qui était sa professeure d'espagnol, et depuis environ 4 ans, il avait voulu abandonner l'espagnol pour son examen, mais sa professeure s'y était opposée. Depuis, il nourrissait une véritable rancune à l'égard de Madame Magueyard. Il n'hésitait d'ailleurs pas à en parler à ses camarades de classe. Après, c'est courant que des élèves détestent tel prof et parlant entre eux. En février, la tension monta encore d'un cran lorsque William se présenta à son cours d'espagnol sans avoir fait son devoir. Madame Magueyard le punit et lui ordonna une retenue. Mais cette retenue le priva d'une sortie scolaire qu'il avait envie de faire à tout prix. Aussi, lorsqu'elle lui annonça sa sanction, il protestera et il lui dit qu'elle n'avait pas le droit de le punir. Ainsi, le ton monta et l'incident fut signalé. Il fut exclu pour une journée. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'était pas une exclusion à la maison, mais il devait venir au collège Chouzula et il devait passer la journée seul à l'écart dans une classe coupée des autres. Après cette exclusion, l'affaire fut considérée comme classée par l'établissement. William vécut très mal ce qui était pour lui une humiliation publique, une sanction injuste et tout ceci renforçant encore plus la haine qu'il avait pour sa professeure. Malheureusement, durant les mois qui vont suivre, cette haine ne fera que grandir jusqu'à cette fin de mois d'avril. Ce lundi 28 avril 2014, comme tous les autres matins, William se leva et se prépara pour se rendre au collège. Mais ce n'était pas un jour ordinaire. Il avait pris la décision de passer à l'acte, de punir enfin Madame Magueyard. Durant tout le week-end, il planifia son attaque sans que personne ne se rendît compte de quoi que ce soit. Avant de partir au collège, il se rendit dans la cuisine. Là, il prit plusieurs couteaux de cuisine dans son sac et glissant également une bouteille de Jack Daniel pour fêter plus tard ce jour qui était pour lui un grand jour. Il se rendit au collège et lorsqu'il arriva, il fut interpellé par l'un de ses camarades qui, comme lui, faisait partie d'un groupe de joueurs de cartes. Alors celui-ci lui demanda s'il était partant pour une petite partie de cartes, mais William déclina. Il lui dira ensuite si le lendemain il pourrait faire une petite partie de cartes tous les deux, mais William dira le lendemain je ne serai pas là. Il retrouvait ensuite ses autres camarades de classe à qui il montrera les couteaux qu'il avait dans son sac. Il leur expliqua qu'il avait l'intention de tuer Madame Magueyard, mais William avait un humour assez noir et ses camarades ne le prirent pas au sérieux. Puis les coups commencèrent. Anne Magueyard, ce jour-là, supervisait une séance de révision pour les examens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les élèves étaient répartis dans 2 salles de classe différentes. William, alors qu'il était assis à sa place, à un moment donné, va sortir l'un des couteaux qu'il avait dans le sac. Il va le montrer à son camarade qui est juste assis à côté de lui. Il va lui demander de vérifier si le couteau est bien tranchant. Alors le jeune va refuser de faire ça. William va alors prendre le couteau, il va le glisser dans sa manche, il va se lever, il va se retourner vers son camarade, il va lui faire un clin d'œil, puis il va se diriger vers la 2e salle de classe, car c'est là que se trouvait Madame Magueyard. Elle était en train d'aider l'un de ses élèves, elle était donc penchée sur son bureau et du coup, elle ne vit pas venir William. Puis, il arriva par derrière et il se mit à la poignarder au dos et au cou à 7 reprises. Anne ressentit une violente douleur, mais elle ne comprit pas ce qui lui arrivait. Elle réussit à prendre la fuite et se précipita vers la salle voisine. Elle tomba dans les bras de sa collègue de travail, Suzanne Francis, la responsable des langues étrangères. Suzanne, sur le choc, vit donc Anna qui saignait abondamment, suivie par William. Elle aura la bonne idée de bloquer la porte
afin d'empêcher William de rentrer. Il l'avait poursuivi, mais lorsqu'il va se rendre compte que la porte était bloquée, il jeta le couteau et retourna à sa place comme si rien n'était. Il était extrêmement calme et lorsqu'il s'assit, il dira aux autres élèves qu'il avait passé un bon moment. Les professeurs arrivèrent alors et lorsqu'il les vit arriver, il se leva et leva ses mains pour se rendre. Il ne fit aucune histoire, aucune résistance. Il suivit d'ailleurs de son plein gré l'un des professeurs dans le hall d'entrée afin d'attendre la police. Les secours furent appelés, mais Anne était grièvement blessée. Elle avait perdu beaucoup de sang. Alors, ce sont des blessures au cou qui étaient les plus graves. Une ambulance l'emmena à l'hôpital. Pendant ce temps, le directeur appela le mari de Anne pour lui dire qu'il y avait eu un incident avec un couteau. Et Anne avait été amenée à l'hôpital. Sous le choc, les élèves furent amenés à la bibliothèque en attendant d'être entendus par la police. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, William, dans l'entrée, semblait imperturbable, totalement détaché du crime horrible qu'il venait de commettre. Il demanda même à l'un des policiers quel était son sport préféré et que lui, il adorait les sports qui provoquaient de l'adrénaline. Il demanda également de la glace car il avait été blessé durant l'attaque. Il ne semblait avoir aucune considération pour la victime, aucun remords, aucune inquiétude pour Anne qui luttait pour sa vie. Dans un premier temps, son mari ne s'inquiétait pas plus que ça et c'est lorsqu'il arriva à l'hôpital qu'il apprit que sa femme n'a pas survécu à ses 7 coups de couteau. La nouvelle de la mort de Anne plongea toute la communauté dans l'incompréhension et les jours qui suivront, les coups furent annulés. Chacun rendit hommage à Madame Maguire qui était une personne très appréciée. Ses funérailles eurent lieu le 16 mai 2014. Parmi ceux qui lui ont rendu hommage, il eut le pape François et le premier ministre de l'époque, David Cameron. Après avoir été amené par la police, William fut placé en garde à vue et à ce moment-là, les policiers ne cherchaient qu'une chose, c'est de comprendre pourquoi ce jeune garçon s'en était pris sauvagement à sa professeure d'espagnol. Il se mit donc inquiété pour tenter à comprendre ce qui s'était passé. Il saisit donc son téléphone et y vont l'examiner. Il y trouvait de nombreuses photos de couteaux. Il semblait comme obsédé par les couteaux. Les policiers vont également découvrir qu'il avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il voulait tuer sa professeure. Il avait échangé avec plusieurs de ses amis de nombreux messages dans lesquels il exprimait sa haine pour Anne et son intention de la tuer. 2 mois avant le meurtre, il avait envoyé sur Facebook un message disant « C'est une grâce absolue qui mérite plus que la mort, plus que la douleur, la torture, plus que tout ce qu'on peut imaginer. » Dans un autre message, il disait « Tant qu'elle sera en vie, je serai déprimé, triste et en colère. Donc, il n'y a qu'une chose à faire. » Mais le message le plus effrayant qu'ils trouveront fut « J'attends avec impatience d'être le lendemain. Demain, nous avons Madame Maguire et je veux qu'elle périsse. » Il aurait envoyé ces messages à environ 10 personnes différentes, mais personne ne l'a signalé. William, qui avait un humour plutôt noir et qui aimait bien plaisanter sur la mort, n'a pas été pris au sérieux. Par ses camarades, il pensait juste qu'il avait un humour un peu particulier. Il ne pensait pas qu'il passerait à l'acte, d'autant plus qu'il n'avait aucun antécédent de violence. Pour William, cette haine devient une obsession. C'était son principal sujet de conversation. L'un de ses amis lui demandera s'il comptait se rendre au bal de promo de la fin d'année et William lui répondra que non, car il avait l'intention de tuer Madame Maguire. Mais les policiers découvrirent également, durant leur enquête, que William n'avait pas l'intention de s'en prendre uniquement à sa professeure d'espagnol. Cela faisait 3 ans qu'il envisageait de tuer quelqu'un d'autre. Depuis qu'il avait 12 ans, il avait planifié le triple homicide. Il avait l'intention de s'en prendre à Madame Maguire, puis à sa professeure principale et ainsi sa professeure de sciences qui était enceinte. Ainsi, ça lui permettrait de tuer 2 personnes en plus. Il fut donc envoyé dans une unité sécurisée de l'hôpital afin d'y subir une évaluation psychiatrique.
Il avait donc été accusé de meurtre, mais l'enjeu était de savoir s'il était en pleine possession de ses moyens au moment du meurtre. Souffrait-il d'une maladie mentale et donc pourrait-il être tenu responsable de ses actes? Les psychiatres cherchaient dans son enfance ce qui aurait pu être un déclencheur, mais il semblait avoir une vie normale avec des parents aimants et une bonne éducation. La seule chose qu'il trouvait, c'est qu'à 12 ans, il fit un coma diabétique. Et c'est à cette occasion-là que lui et ses parents vont découvrir qu'il souffrait d'un diabète de type 1. Cette nouvelle le bouleversera et il eut beaucoup du mal à accepter le diagnostic car il avait toujours rêvé de rentrer dans l'armée. Mais à cause de son diabète, son rêve tombait à l'eau. Ceci eut un impact terrible sur lui et il changea radicalement. Il n'était plus lui-même et c'est pendant cette période qu'il va développer des humours noirs, des plaisanteries sur la mort, des plaisanteries sur sa propre mort. À ce moment-là, il commença aussi à avoir des conduites à risque pour sa santé. Il se mit à consommer énormément de sucre dans ses boissons et dans ses aliments. Il disait vouloir mettre son corps à l'épreuve. Mais pour les psychiatres, son diabète n'aurait pas pu contribuer à la planification et à l'exécution du meurtre. Durant les nombreux entretiens qu'il eut avec les psychiatres, il dit qu'il entendait des voix. Malheureusement pour lui, parallèlement, les policiers trouvèrent dans son téléphone une conversation qu'il avait eue avec l'un de ses amis quelques mois auparavant et dans lequel il lui disait qu'il allait tuer Madame Aguiar et qu'il allait ensuite dire qu'il entendait des voix de façon à avoir une peine plus légère. Quand le rapport des psychiatres fut rendu, William fut considéré comme sain d'esprit au moment du meurtre. Il ne souffrait pas de psychose, il n'avait subi aucun épisode psychotique et n'entendait pas des voix. Il avait cependant une dépendance psychopathe. Selon les experts, il avait la capacité de penser et de comprendre au moment de l'attaque. Il fut donc tenu responsable de ses actes. Il détermine que William Cornick avait un mépris total pour les autres. Et pour les conséquences de ses actes, il n'avait aucune empathie. Il ne se préoccupait pas des sentiments des autres et dira même « Je sais que la famille de la victime sera bouleversée, mais je m'en fiche. À mes yeux, tout ce que j'ai fait est bien. » Ses avocats vont lui conseiller de plaider coupable car il y avait trop de preuves contre lui et c'est ce qu'il fit. Il plaida coupable le 3 novembre 2014 à 16 ans et fut condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 20 ans. Lorsqu'il reçut sa sentence, il montra très peu d'émotion. Il ne semblait pas préoccupé par la situation dans laquelle il était, ni par la douleur de la famille de la victime. Alors, c'est ainsi que notre histoire se finit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo.